En Écosse cette année, le club de Heart of Midlothian réalise un début de saison absolument sensationnel. 9 victoires et 2 nuls en 11 rencontres de Premiership, tout en ayant la meilleure attaque de la ligue. Cette performance, elle est d'autant plus remarquable quand on connaît la domination sans partage que les deux géants de Glasgow ont sur la ligue depuis plusieurs décennies. Dans cet épisode de Muscle ton jeu, on va revenir sur l'histoire de la Premiership écossaise, parler de la culture football de Heart of Midlothian et analyser le renouveau du plus vieux club d'Édimbourg pour savoir si la domination de Glasgow sur le football écossais va bel et bien s'arrêter cette saison. Le championnat écossais, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Premiership, c'est l'un des plus anciens d'Europe. La première édition de la Scottish Football League remonte à 1890, bien avant la plupart des ligues modernes. À la création de la SFL, 11 clubs se lancent dans cette nouvelle aventure. Parmi eux, on retrouve déjà notamment le Celtic, les Rangers et Heart of Midlothian. Dès les premières décennies, 2 clubs vont rapidement écraser la concurrence. Pas de surprise, il s'agit évidemment du Celtic et des Rangers, tous deux basés à Glasgow et dont les stades ne sont distants que de quelques kilomètres. Et cette proximité, c'est la clé de tout. Car en Écosse, comme ailleurs au Royaume-Uni d'ailleurs, le football, c'est pas juste un sport. C'est une affaire de classe, d'identité et parfois même de religion. Le Celtic, fondé par la communauté irlandaise catholique et historiquement opposée au pouvoir central de Londres, les Rangers, eux, historiquement unionistes et associés au protestantisme écossais. 2 clubs qui se détestent, 2 mondes différents et plus d'1 siècle d'une rivalité qui dépasse largement le cadre du terrain. Fucking Protestant. We are Protestant and we're fucking proud. Dirty Irish bastards. We shower. We wear deodorant and they kind of smell. But we also respect the country we live in. Rangers is a racist club. They're a bigoted club. 100% support the monarchy. God save the king. God save the king. Ce duel, qu'on appelle le Old Firm, a littéralement façonné le football écossais. Ensemble, les 2 clubs ennemis ont remporté 110 titres nationaux. Un record mondial avec aujourd'hui une égalité parfaite à 55 championnats de chaque côté. Depuis 50 ans, seuls 2 clubs ont réussi à briser le monopole que Glasgow détient sur cette ligue. Aberdeen, coaché à l'époque par un certain Alex Ferguson, et Dundee United, tous les deux dans les années 1980. Si on parle d'histoire récente, le titre est resté à Glasgow depuis 40 ans, à savoir la saison 85-86. Et depuis 1996, les 2 géants n'ont jamais quitté le top 2, à une exception près. Cette période entre 2012 et 2016, où les Rangers ont dû repartir de zéro après leur liquidation financière. En Écosse, les cycles changent, les styles de jeu et les tactiques aussi, mais les rois restent les mêmes, toujours. Et cette domination, elle n'est pas seulement sportive, elle est aussi financière. Évidemment, dans le football moderne encore plus, les 2 vont toujours de pair. Pour donner une idée, le budget du Celtic cette saison est 7 fois supérieur à celui de Hearts. Pour les Rangers, environ 6 fois supérieur. Pourtant, le club d'Édimbourg est loin d'être un petit poussé. Les Jambos ont fini dans le top 4 sur les 3 derniers exercices et restent l'un des piliers du football écossais. Et c'est précisément ce qui rend le début de saison de Hearts aussi fascinant. Parce qu'il fait naître un doute dans un royaume où tout semblait écrit d'avance, où le résultat final ne pouvait être que les 2 faces d'une même pièce. Les supporters des Hearts, ainsi que d'autres supporters à travers l'Écosse, habitués à voir leur club jouer les seconds rôles, se remettent à rêver. À espérer que, cette fois, la pièce retombe enfin sur la tranche. Si l'on devait résumer Heart of Midlothian en un seul mot, ce serait sans doute celui qui figure déjà dans son nom, le cœur. Fondé en 1874, Hearts est l'un des clubs les plus anciens du pays. L'identité du club, attachée à ses symboles et à sa ville, va se cristalliser de manière tragique pendant la Première Guerre mondiale. En novembre 1914, alors que Hearts domine le championnat, 13 joueurs de l'équipe première s'engagent volontairement dans l'armée britannique. C'est le seul club professionnel du Royaume-Uni à avoir envoyé presque toute son équipe au front. 7 d'entre eux ne reviendront jamais. Leurs noms sont gravés sur le War Memorial de Haymarket, à 2 pas de Tynecastle, le stade du club, et chaque 11 novembre, les supporters s'y rassemblent pour leur rendre hommage. Cet épisode fait de Hearts un club profondément lié à la notion de sacrifice et de loyauté, des valeurs encore célébrées aujourd'hui. Côté football, les Jambos connaissent leurs heures de gloire dans les années 1950 et 1960, avec 2 championnats remportés,
un jeu offensif salué dans tout le pays et des tribunes en fusion à Tynecastle. Puis vient une longue période de déclin et d'instabilité financière jusqu'à arriver à la présidence du Lituanien Vladimir Romanov dans les années 2000. Un homme excentrique, dépensier et qui promet à son arrivée une participation aux compétitions européennes chaque année. Mais rapidement, les supporters de Hearts comprennent que ce projet est voué à l'échec. Romanov n'a aucune passion pour leur club et le voit seulement comme un investissement parmi tant d'autres, et le club sombre graduellement dans le précipice sur le plan financier. En 2013, Hearts est forcé au dépôt de bilan, relégué sportivement et administrativement. Mais c'est là qu'encore une fois, on voit l'importance du club pour la communauté d'Édimbourg, pour qui ce club a été l'événement du week-end depuis plus d'un siècle, un héritage qui se transmet de père en fils. Sous l'impulsion de plusieurs supporters et avec l'aide de la femme d'affaires Anne Budge à travers la Foundation of Hearts, les fans se regroupent pour racheter le club petit à petit. En 2021, après des années de contributions mensuelles, Hearts devient officiellement un club majoritairement détenu par ses supporters, à la manière des clubs de socios en Espagne. Hearts reste aujourd'hui le plus gros club du UK à être majoritairement détenu par ses fans. Pour ce qui est du style de jeu dans l'ère moderne, on retrouve souvent des 4-2-3-1 ou des 3-4-3 avec un jeu qui repose sur l'intensité, la transition rapide et l'engagement. À l'image de ce qu'attend Tynecastle, du courage, du pressing et du panache. Pour ceux qui suivent la ligue écossaise, on est rarement sur les joueurs les plus techniques en dehors de quelques exceptions. Mais l'intensité est toujours au rendez-vous. Bien sûr, comme dans la plupart des grandes villes du Royaume-Uni, Édimbourg compte plusieurs clubs notables. Hearts rivalise presque depuis sa création avec les Hibernian dans un derby qui remonte à 1875, ce qui en fait l'un des plus anciens derbys du monde, bien antérieur à la naissance du fameux Old Firm de Glasgow. D'un côté, les Hearts, club fondé par des jeunes issus du centre-ville, profondément ancrés dans la classe ouvrière écossaise. De l'autre, les Hibernian, créés par la communauté irlandaise catholique d'Édimbourg, qui cherchait à donner un point d'ancrage sportif à son identité, à l'image du Celtic à Glasgow. Les racines sociales et religieuses rappellent donc celles du duel entre le Celtic et les Rangers, mais ici, elles sont beaucoup moins politisées et conflictuelles. À Édimbourg, on parle davantage d'une rivalité de fierté locale que d'une opposition communautaire. Hearts représente donc le centre et l'ouest de la ville, tandis que Hibernian incarne Leith, le vieux port du Nord, longtemps vu comme le plus populaire et indépendant. Ce qui alimente cette opposition, c'est avant tout la culture des quartiers, le sentiment d'appartenance et la volonté d'être le vrai club de la capitale. La Ligue étant considérée comme jouée d'avance par beaucoup de supporters, ces derbys représentent un véritable enjeu dans la saison. Dans les travées, les supporters de Hearts se voient plus comme les gardiens d'un héritage que comme de simples spectateurs. Leur stade, Tynecastle Park, est une forteresse bruyante d'environ 20 000 places, érigée en 1886 et qui n'est jamais tombée depuis. En Écosse, Hearts n'est peut-être pas le club le plus riche si on parle strictement d'argent, mais c'est sans doute le club le plus vivant, et le vent de réussite qui souffle sur Tynecastle cette année n'est pas dû au hasard. Mais au juste, à quoi peut-on attribuer cette réussite sportive ? Après tout, malgré le soutien inconditionnel de ses supporters, Hearts n'a pas remporté de trophée majeur depuis 2012 et cette victoire triomphante 5-1 en finale de coupe contre le rival Hibernian. Comment peut-on donc logiquement expliquer que le club caracole en tête de la Ligue avec déjà 9 points d'avance sur le Celtic, deuxième, qu'ils ont d'ailleurs battu 3-1 lors de la 9e journée de championnat ? Eh bien, pour comprendre ce renouveau, il faut se pencher sur un changement opéré cet été. Un certain Tony Bloom a injecté un peu moins de 10 millions de livres au capital du club. Tony Bloom, il est surtout connu pour être le propriétaire de Brighton, mais aussi de l'Union Saint-Gilloise, à travers sa société Star Lizard. Star Lizard, c'est une entreprise spécialisée dans l'analyse de données sportives et les paris. Basée à Londres, elle fonctionne comme un véritable fonds d'investissement du sport. Ces analystes et data scientists utilisent des modèles statistiques extrêmement poussés pour prédire les résultats des matchs en repérant les écarts entre les cotes réelles et celles des bookmakers. Le modèle sophistiqué d'analyse de données de Star Lizard est un secret absolu, très bien gardé. En plus de sa stratégie d'investissement dans les paris, ce modèle alimente également la méthode analytique que Tony Bloom applique à ses clubs, notamment à Brighton et à l'Union Saint-Gilloise. On parle d'ailleurs souvent de Moneyball, mais la vérité va encore plus loin. C'est d'ailleurs comme ça que le club de Brighton a repéré des joueurs comme Alexis McAllister, Marco Kurela ou Moises Caicedo, sur lesquels ils ont réalisé d'énormes plus-values à la revente. Cette stratégie, elle s'est étendue à l'Union Saint-Gilloise, où on a pu voir notamment passer Victor Boniface, acheté 2 millions d'euros en 2022 et revendu pour 10 fois ce prix à peine un an plus tard. Mais vous allez me dire, l'arrivée d'un homme d'affaires comme Tony Bloom dans le paysage de Hearts
contraste un peu avec la logique de fan ownership, et la multipropriété s'oppose même complètement aux valeurs du club et de ses supporters. Mais justement, Tony Bloom, il est tout à fait conscient de cette culture, et cet investissement, il s'est fait à titre personnel, et non à travers Starlizard. L'investissement se limite d'ailleurs à des actions sans droit de vote, donc le pouvoir décisionnel reste entre les mains des fans. Concrètement, Hertz dispose donc d'un accès privilégié à certaines technologies issues de l'écosystème Starlizard, en échange de quelques milliers d'euros, sans pour autant faire partie d'un groupe multiclub. Et le club n'a pas attendu pour mettre à profit ce partenariat. Hertz a enregistré l'arrivée de Claudio Braga, le striker portugais qui évoluait au deuxième échelon du football norvégien, et d'Alexandros Kiziridis, qui jouait en Slovaquie avant de rejoindre Tynecastle. Braga a conquis le cœur des fans et a déjà droit à son propre chant dans les travées de Tynecastle. Et les deux joueurs totalisent à eux deux 14 contributions de but depuis le début de la saison. L'architecte de ce succès, c'est aussi Derek McInnes, nommé entraîneur cet été et qui a évolué en Écosse pendant presque toute sa carrière de joueur et d'entraîneur. Une décision qui s'inscrit dans la culture du club en plus de se baser sur la data. McInnes a réussi son pari d'ailleurs, en imposant dès le début sa vision du football, avec une identité offensive claire et sans complexe qui rappelle aux fans les plus anciens la période faste de Hertz dans les années 60. Les tactiques n'ont pas toujours été les mêmes en début de saison, mais il semble que le 4-4-2 soit privilégié depuis le mois de septembre. Résultat, 16 buts inscrits sur les 6 dernières rencontres avec cette formation, pour seulement 3 buts encaissés. En début de saison, quand Tony Bloom annonçait viser au minimum un top 2, beaucoup d'observateurs lui ont ri au nez. Maintenant, cette prédiction semble moins folle, et le titre pourrait même être à la portée du club d'Édimbourg. Mais au-delà de ce début de saison en boulet de canon, Hertz a-t-il réellement ses chances ? Est-ce que les résultats vont suivre sur la durée, ou est-ce qu'on assiste simplement à une surperformance statistique qui va finir par s'arrêter ? Eh bien, quoi de mieux que la data pour répondre à ces questions ? On va commencer par une analyse simple, celle des buts versus expected goals. Pour ceux du fond qui suivent pas, les XG, ou les buts attendus en français, c'est une statistique qui mesure la probabilité qu'une occasion se transforme en but. Chaque tir reçoit une valeur entre 0 et 1 selon la position, l'angle, le type d'action et la situation de jeu. En additionnant tous les tirs d'un match, on obtient les XG d'une équipe, ce qui indique la qualité des occasions créées, indépendamment du score final ou de la forme du gardien en face par exemple. Hertz a marqué la bagatelle de 25 buts en 11 rencontres de Premiership, mais n'a produit que 20,5 XG. Si on se base sur cette stat, l'équipe est donc en légère surperformance sur le plan offensif, avec notamment le capitaine, Lawrence Shankland, qui a déjà inscrit 7 buts pour seulement 4 XG produits. Par contre, on peut noter que Claudio Braga, le nouvel attaquant talisman du club, performe au niveau prévu par sa production de XG, et pourrait donc encore passer un cap car les grands attaquants sont souvent en surperformance dans ce domaine. Le joueur n'est d'ailleurs pour le moment utilisé que 72 minutes par match en moyenne et n'est pas toujours titulaire, une hausse de temps de jeu pourrait lui permettre d'atteindre encore un autre niveau. Sur le plan défensif, Hertz affiche une solidité égalée seulement par le Celtic avec 6 clean sheets et n'a encaissé que 9 buts cette saison, comparé à un expected goals against de 8,6. Globalement, l'équipe performe donc comme elle le doit défensivement et le contrôle de la possession allié au pressing à la perte de balle apporte une véritable sérénité défensive. La réponse à notre question, c'est donc que oui, l'équipe surperforme légèrement offensivement, mais pas défensivement, et compte tenu de l'écart actuel avec le Celtic, deuxième, et du contenu de la confrontation entre les deux équipes, cette première place au classement, elle est loin d'être due à la chance. Mais les Jambos de 2025 ne sont pas la seule équipe en dehors du Old Firm à faire un tel démarrage dans l'histoire récente de la Premiership écossaise, et pourtant, le titre est resté à Glasgow depuis 40 ans. On a d'abord eu la surprise Livingston, promu en 2001-2002, et qui avait démarré très fort avant de terminer 3ème. Hertz déjà en 2005-2006, qui remporte ses 8 premiers matchs mais termine 2ème en fin de saison, ou plus récemment même Aberdeen en 2015-2016, qui démarre également avec 8 victoires avant de s'effondrer en fin de saison avec 6 défaites sur les 8 derniers matchs. L'enjeu c'est donc de tenir la distance face aux géants de Glasgow, dont la puissance financière a toujours fini par payer en fin de saison. Mais cette année, Hertz ne participe pas aux compétitions européennes et a déjà été éliminé de la Coupe de la Ligue, donc l'équipe est pleinement concentrée sur la Premiership, contrairement au club de Glasgow. En plus de sa bonne performance, le club voit les mauvaises prestations des Rangers, presque déjà sortis de la course au titre, jouer en sa faveur. On ne va pas se mentir, on n'est pas non plus sur la meilleure équipe du Celtic de la décennie, comme en témoigne leur récente performance en Europa League. Mais Hertz n'a pas encore un boulevard vers le titre non plus. Les mauvaises perfs des clubs écossais en Europe signifient qu'ils vont très sûrement ne pas se qualifier pour les phases éliminatoires, et la profondeur de banc du Celtic pourrait donc leur donner un gros avantage face au club d'Édimbourg sur la deuxième partie de saison.
Si les Jambos veulent réaliser l'exploit cette année en Écosse, 20 ans après avoir échoué sur la deuxième marche du podium, ils vont devoir continuer sur leur lancée et surtout ne pas perdre les confrontations face à leurs concurrents directs pour l'Europe. Quoi qu'il arrive, un nouveau cycle a commencé à Tynecastle et les supporters vont pouvoir rêver encore un moment, eux qui ont failli perdre leur club il y a 10 ans. Car pour Hearts, en dehors de la hausse symbolique que représenterait ce titre, il serait également synonyme d'Europe et peut-être même de Ligue des Champions, une manne financière énorme pour un club de cette envergure. Avec des Rangers sur le déclin et un Celtic en crise depuis le départ de Brendan Rodgers, les Jambos ont l'occasion cette saison, et dans les prochaines à venir, de s'imposer comme le nouveau cadre de la Premiership.